Bonjour à tous dans notre atelier BioMérieux BioFire et le déploiement de l'approche syndromique moléculaire BioFire, optimisation du bon usage des anti-infectieux. Je suis Nesseline Ben Salem, chef produit biologie moléculaire au sein de BioMérieux Afrique et je vous accompagnerai tout au long de cette présentation autour de la solution BioFire. Alors, dans notre agenda, on va décrire l'approche syndromique moléculaire BioFire entre histoire et principe, les panels syndromiques disponibles actuellement et l'impact sur le bon usage des anti-infectieux à travers quelques publications et études scientifiques clés relatives à plusieurs syndromes qui sont décrits comme vous voyez. Et à la fin, on va conclure par rapport à l'utilité, l'impact surtout et l'intérêt d'utiliser l'approche syndromique pour l'optimisation de l'antibiothérapie. L'approche syndromique BioFire, tout d'abord, c'est une compagnie créée en 1990 sous le nom d'Idaho Technologies, spécialiste de la PCR en temps réel et qui détient beaucoup de brevets, entre autres le développement du Light Cycler pour le compte des laboratoires Roche et le contrat exclusif de diagnostic moléculaire de bioterrorisme avec le département de défense américain. En 2014, racheté par BioMérieux, la société change d'identité et de charte graphique pour devenir, au lieu d'Idaho Technologies, BioFire Diagnostics. Et à partir de cela, on a toute une panoplie de panels qui ont été développés pour répondre à des questions de santé majeures et de premier intérêt dans la population, qui intéresse la population mondiale, entre autres le syndrome respiratoire, le syndrome méningé, gastro-intestinal, sepsis et autres. Alors, l'approche syndromique en biologie clinique par rapport à l'approche classique traditionnelle, ce que nous faisons avant, c'est on récupère un échantillon ou plusieurs et qui sera testé sur différentes paillasses. On parle exclusivement de la microbiologie aujourd'hui, virologie, bactério, parasito, des résultats qui peuvent venir dans l'heure qui suit ou qui peuvent prendre plusieurs heures, tout dépend de la technique utilisée, et certainement des rapports de tests qui sont séparés et qui vont venir à différents horaires, ce qui éventuellement peut perturber, impacter certainement la prise de décision au niveau du clinicien et avoir un séjour hospitalier éventuellement plus long pour surtout les cas de tests auxquels qui s'avèrent négatifs dès le départ, qu'il faut refaire d'autres et recommander d'autres tests biologiques. L'approche syndromique, alors en biologie clinique, c'est quand on utilise un seul test et on utilise un seul échantillon. C'est un résultat qui dure 1 heure et c'est un seul rapport qui sera à la fin, qui sera communiqué au médecin à l'heure qui suit, ce qui impacte et améliore la prise en charge du patient ou aussi la décision au niveau du choix thérapeutique. Alors, en gros, la méthode, c'est test BioFire, c'est un test moléculaire rapide de PCR multiplex niché. La PCR multiplex nichée, c'est entre autres une PCR multiplex suivie par une PCR singleplex. Et dans l'approche syndromique, en gros, c'est une poche qu'on vous voyez ici, qu'on prépare en 2 minutes chrono, avec tout ce qui est nécessaire, qui sont inclus déjà dans le kit, avec le piquetage, avec les réactifs et tout. La poche capable, on peut exécuter dedans l'extraction, la PCR nichée multiplex et un cycle de fusion. L'instrument auquel on fait le workflow BioFire en termes de réaction, c'est le BioFire Torch actuellement disponible. C'est un système modulaire qui peut être un Torch 1 avec un seul module jusqu'à grimper à 12 modules et ainsi à un meilleur débit qui peut aller jusqu'à 264 échantillons par jour. Cette poche, elle nous permet de détecter différents pathogènes au même temps,
Ça peut être des virus, des bactéries, des parasites et des gènes de résistance et qui sont tous impliqués dans un même syndrome, d'où l'utilisation du mot syndromique dans la désignation en description du test BioFire. Et à la fin d'une heure, on a un résultat qui est communiqué comme suit avec la panoplie de pathogènes détectés. Donc, en gros, la méthode, c'est une méthode très rapide qui nous permet d'obtenir des meilleurs résultats avec un workflow de manipulation très rapide et simple, 2 minutes chrono, un résultat qui est communicable dans une heure, des panels syndromiques et s'étendent de 14 à 43 cibles actuellement. C'est un système sécurisé qui ne prend pas du place et peut être mis dans des endroits qui sont plus restreints par rapport à une unité de biomol où il doit y avoir classiquement un extracteur, un PCR en temps réel, des hôtes, etc. Donc c'est une méthode qui ne requiert pas d'expertise moléculaire en termes de pipetage et du coup c'est simple à mettre en place durant les démonstrations, durant les installations et durant aussi le travail quotidien de chaque technicien de laboratoire. Alors, les panels syndromiques sont les suivants. Nous avons actuellement 5 panels et le 6e va venir en fin d'année. Le premier, historiquement, c'est le panel respiratoire avec 23 pathogènes. Le deuxième, qui a été mis à jour en plus que celui du respiratoire, je vais vous parler de la particularité de ce panel. 43 pathogènes avec des gènes de résistance, le panel gastro-intestinal, 22 cibles, le panel méningite encéphalique, 14 cibles, et le panel pneumonie qui s'associe et avec la solution du panel respiratoire du 23 pathogènes. Alors, le pneumonie, même chose, il y a des gènes de résistance, des bactéries commensales, des bactéries atypiques et des virus. On va commencer avec le panel respiratoire, le RP2.1+, et dans le cadre de l'utilisation pour le diagnostic des infections respiratoires de voix basse, de voix haute, ou bien l'évolution aussi des infections respiratoires de voix basse. C'est un test qui détecte 23 cibles en 45 minutes. Il y a 19 virus et 4 bactéries, entre autres le SARS-CoV-2 avec une double détection du gène S et du gène M. On utilise 300 microlitres d'écouvillons nasopharyngés comme échantillon et c'est un test très sensible et très spécifique selon les tests de performance qui ont été réalisés et validés par l'FDA et la réglementation CE et VT. Je passe à vous présenter un aspect plutôt bibliographique avec l'étude de Echeverria publiée en 2014 d'une publication faite sur la base d'une étude prospective sur 432 patients, adultes et enfants, qui sont présentés au département d'urgence avec une suspicion d'infection respiratoire de voix basse. Alors, le premier diagnostic a été fait en utilisant un test immunofluorescence en comparaison avec celui de film-arrêt respiratoire. Et ce qui a été remarqué que, en gros, les enfants avaient la moitié quasiment avec des cas de bronchiolite, d'influenza et de pneumonie après en cas pour les maladies les plus fréquentes. Les adultes, c'était plutôt 47% avec de l'influenza, pneumonie dans 27% et bronchite dans 20% des cas. Le film-arrêt permet de détecter plus de pathogènes que la méthode classique utilisée. Beaucoup de réno-entérovirus dans 42% des cas chez les enfants et 26% des cas de plus chez les adultes. Métapneumo, respectivement 8 et 7% environ entre les deux populations et coronavirus entre 7 et 11% respectivement entre les adultes et entre les enfants et les adultes. Donc, l'impact direct certainement s'étale sur différents niveaux. On a l'accès à un résultat plus rapide. Aussi, le taux de positivité qui a augmenté avec film-arrêt, on est à 93%, alors que chez les enfants, avec la méthode immunofluorescence, c'est 49%.
74% pour chez les adultes, alors pour immunofluorescence, c'est 23%. Le changement du management médical qui était plus que environ la moitié, surtout chez les enfants. Et l'aspect le plus intéressant de cette étude, c'est le nombre de cas auxquels les médecins ont dû arrêter et éviter surtout les antibiotiques et l'oseltamivir comme antiviral. Donc, il y a 23% des cas auxquels on a pu éviter la prescription d'antibiotiques et aussi l'oseltamivir dans 2 cas chez les enfants et 21 cas chez les adultes. Donc, on voit certainement un impact direct sur la décision du clinicien par rapport à la prescription des antibiotiques et aussi les antiviraux certainement associés à l'influenza. Le deuxième panel, c'est le panel pneumonie avec 34 cibles en 1 heure de temps où il y a un menu de bactéries de la flore respiratoire qui peuvent causer des sérieux problèmes en association avec d'autres infections, que ce soit bactériennes ou virales, et aussi dans le cadre des infections nosocomiales dans les hôpitaux, en soins intensifs, en urgences, etc. Certainement, on n'oublie pas les pneumonies communautaires et pneumonies liées à la ventilation ou hospitalière. La particularité de ce panel, c'est l'existence de détection de gènes de résistance aux antimicrobiens, entre autres carbapénémase et PKPC, NDM, OXA48-like et VIM, CTXM pour BLSE et MEC-ACMRG pour la résistance aux méticillines. Pour ce panel, il faut utiliser les échantillons validés par l'FDA qui sont le lavage broncho-alvéolaire, les balles et les mini-balles, et aussi la possibilité de faire du sputum des expectorations aînées ou induites. C'est le même workflow que le panel respiratoire et avec une sensibilité et spécificité accrue pour les 2 types de pathogènes. Comment ce panel a pu rendre service dans l'étude que je vais montrer maintenant, éditée par Bouchon et Hall en 2020. C'est une étude rétrospective de 8 hôpitaux universitaires aux US avec 259 échantillons de mini-balles venant des unités de soins intensifs et d'urgence. Et en gros, c'est la comparaison du standard of care avec la méthode pneumonie FILMARRAY. Certainement, le standard of care en termes de bactériologie, il y a la coloration gramme, la culture, le mal d'étoffe, l'identification bactérienne, le phénotypage, etc. Et en virologie, c'est les tests PCR in-house, PCR maison, associés au FILMARRAY après RP2 dans quelques cas, et en comparaison avec la méthode FILMARRAY pneumonie. Les résultats sont les suivants et nous avons remarqué que l'antibiothérapie a été ajustée dans plus que 70% des cas. Et la durée de l'antibiothérapie en elle-même a été réduite de 6 jours complets par patient. Et ça, c'est énorme. Quand on convertit ça en chiffres, on voit que 179 cas de cette population ont dû subir un changement dans l'antibiothérapie empirique, entre autres moins de 35% avec un arrêt et d'escalade du traitement avec la vancomycine et 23% des cas avec arrêt ou d'escalade du pipraziline, tazobactam. Certainement en tenant compte des résultats de FILMARRAY dans le cas où il n'y a pas du MRSA négatif ou les entérobactères ici qui ont été négatifs aussi. Et on voit aussi qu'il y a d'autres antibiotiques qui ont été impliqués et auxquels le changement et l'ajustement a été fait suite aux résultats de FILMARRAY pneumonie. Même chose, l'exposition aux antibiotiques a été réduite considérablement. Pour 122 patients, on parle d'une réduction de plus que 18 000 heures aux antibiotiques différentes, bien sûr, différentes classes. Et on voit ici clairement
un avantage majeur pour une meilleure gestion des patients venant de soins intensifs et de l'urgence, une décharge plus rapide et moins de risques d'infection, de résistance surtout aux antimicrobiens. Un autre aspect qui a été décrit plus en détail en termes d'escalade avec l'étude de Monard en 2020, c'est une population de 159 échantillons de différents types qui ont été provenant de patients hospitalisés, 30 en dehors de soins intensifs avec différentes formes de pneumonie. 83% des cas, on a dû détecter au moins une bactérie dans le prélèvement. Il y en a plusieurs cas de co-infection. L'avantage majeur décrit, c'est que 70% des cas, il y a eu un changement ou l'ajustement dans l'escalade d'escalade de l'antibiothérapie. 37 à 49% en escalade et en escaladant de 15 à 27% selon bien sûr le type de l'échantillon. Donc en gros ici on voit que ça impacte considérablement la prise de décision au niveau du clinicien. Ça l'aide rapidement à optimiser la thérapie dans un délai record, sachant que on sait tous le délai que prend la culture et les méthodes classiques pour confirmer une infection ou pneumonie et déterminer le pathogène, que ce soit bactérie ou soit des co-infections. Les cas qui ont été non détectés par la culture mais positifs avec le Filmare pneumonia plus, Staph aureus, Haemophilus influenzae et Streptococcus pneumoniae. Ça, c'était l'aspect respiratoire pneumonie. Je vous accompagne maintenant vers l'aspect bactériémie, fongémie avec le Blood Culture Identification Tool, le BCID Tool panel, sachant que le sepsis, c'est aussi une des complications de la pneumonie. Le panel, aujourd'hui, avec sa nouvelle version en 2020, 43 cibles au lieu de 27. Ce que vous voyez en rouge, c'est le nouveau ajout par rapport à l'ancien panel. Et ce qui est en bleu, c'est une différenciation qui nous permet certainement d'aider le clinicien à une meilleure prise en charge et une meilleure décision thérapeutique au terme de choix de l'antibiotique. L'ajout considérable de plusieurs gènes de résistance, comme vous voyez, c'est le menu qui s'élargit et ça va aider énormément en termes de positivité le clinicien à éviter l'antibiotique de cette famille et de ne pas le prescrire tout simplement parce que en cas de présence de résistance, ça ne sert à rien de le donner et le patient, de toute façon, ne va pas bénéficier d'aucun avantage. Il faut être plutôt spécifique dans une antibiothérapie qui est plutôt pas empirique, mais qui est réduite à des antibiotiques efficaces. Dans ce contexte, je vous ramène à explorer ensemble un résumé de l'étude faite à Clinique Mayo aux US. Et différents aspects ont été évalués, entre autres la durée de l'antibiothérapie, la déscalade, séjour hospitalier, le taux de mortalité et l'économie d'échelle en termes de frais. Et comment ça a été fait? Alors, cette étude est basée sur la sélection de patients pédiatriques et adultes avec des hémocultures positives, avec les méthodes conventionnelles microbiologiques qu'on est et le gold standard, et certainement avec passage au Filmare qui est mis en permanence 24 sur 24, 7 sur 7. Alors, dans le cas où il faut changer l'antibiothérapie par rapport à un patient qui ne répond pas. Donc, la comité AMS de l'hôpital intervient pour ajuster la thérapie. Alors, comment ça a été fait et c'était quoi les résultats? Les résultats, c'était concordant avec 81% des cas auxquels le BCID était capable de détecter l'ensemble de pathogènes qui étaient détectés après identifiés par les méthodes IDIST. La majorité, c'est des grammes positives et après, suivi par les grammes négatifs. Donc, une minorité en termes de polymicrobiens et les candidats. Alors, l'effet considérable sur l'antibiothérapie et surtout l'association du
panel syndromique BioFire et la gestion et surtout la gestion du bon usage des antimicrobiens, c'est que le gain du temps énorme en termes d'escalade. Déjà, en escalade, suite à l'identification avec les méthodes classiques, il nous faut au moins 24 heures. Avec la méthode FilmArray, dès que l'hémoculture est positive, on passe au test, 1 heure du temps et on a le résultat et on passe à une escalade immédiate. Donc, on peut le faire dans la première demi-journée. La déscalade est généralement, dans cette étude, observée dès le 2e jour. Avec l'intervention certainement de l'aspect AMS, de la communauté AMS pour optimiser la thérapie et la déscalade a été considérablement impacté et au même jour, on peut immédiatement escalader et déscalader. D'autres aspects ont été décrits, certainement les aspects liés à une meilleure prescription en termes des bêta-lactamases, plus 43 heures d'exposition. Donc, c'était une thérapie spécifique et non empirique, une réduction de l'antibiothérapie empirique à base de pépracilline, tazobactam dans 25% des cas, moins de vancomycine utilisée et moins de traitement pour les cas de contaminants. C'était l'aspect sepsis. Je vous ramène maintenant au panel méningite encéphalite avec 14 pathogènes. En 1 heure de temps, vous êtes capable de détecter les virus et bactéries et Cryptococcus neoformans les plus impliqués en termes de suspicion de cas méningite encéphalite. On n'aura besoin que de 200 microlitres de liquide céphalorachidien. C'est un panel aussi validé CE et VD avec des sensibilités et spécificités accrues. L'étude pose sur une durée d'1 année de 2016 à 2017 qui a été faite dans l'hôpital Saint-Joseph à Paris, auquel il y avait une comparaison des méthodes classiques qui est compliquée sans vous rentrer dans les détails. Vous voyez différentes techniques de paillasse qui ont été exigées pour l'identification de l'ensemble de pathogènes liés aux méningites encéphaliques, que ce soit bactériens ou viraux, et l'association de FilmArray méningite avec. Les échantillons sont parvenus de différentes unités, essentiellement de la neurologie et l'urgence, suivis de soins intensifs. Et la population d'intérêt, c'était 130 patients, c'était plus que ça, mais 130 patients auxquels on a observé des résultats qui ont été pas lus ou détectés avec les méthodes classiques. 37% des cas étaient des entérovirus. On sait dans ce cas, comme pathogène primaire, en absence de co-infection, on peut décharger le patient sans passage à l'antibiothérapie, ce qui a permis facilement de discontinuer la prescription médicale et la prise de médicaments et réduire aussi le séjour hospitalier. En termes de gains aussi liés aux gains par rapport à la discontinuation précoce des antivirales ou antimicrobiens, 58% des cas d'aciclovir ont été arrêtés, amoxicilline 34% des cas et 26% des cas avec la sphélosporine 3e génération. Donc 42 patients déjà ont bénéficié d'un arrêt précoce de l'antibiothérapie et 18% des cas ont été déchargés, ce qui a fait gagner 82 jours de séjour hospitalier, ce qui est vraiment énorme et certainement ça a un impact sur différentes échelles, que ce soit en patient, clinicien ou hôpital. Mon dernier panel sera le gastro-intestinal avec 22 pathogènes, 1 heure de temps, une sélection de bactéries, virus et parasites les plus impliqués dans le syndrome gastro-intestinal. Pour ça, on aura besoin de 200 microlitres d'échantillons de matière fécale dans le milieu de transport du caripelaire. Comment ce panel a pu aider et impacter surtout l'aspect prise en charge patient, amélioration et optimisation de l'antibiothérapie. Cette étude qui est en cours, qui a été affichée à l'occasion de l'ESPID 2021 par Trowing
durant le congrès. On parle d'une population de 172 échantillons parvenant d'une population pédiatrique de départements urgences essentiellement, avec une association à une diarrhée persistance et des diarrhées associées à des personnes qui sont plutôt des voyageurs, dans les cas de 76% des prescriptions. Alors, l'intéressant dans ce sommaire, dans cette slide, c'est que 11% des patients ont reçu des antibiotiques déjà et 56% ont retourné chez eux avec un traitement symptomatique. Comment le FilmArray a pu aider? C'est en fait en détectant plus de pathogènes que les méthodes classiques. On voit ici en Campylobacter, Salmonella, Shigella, Yersinia, Plasmodium on a plus de cas positifs qui étaient négatifs par les méthodes classiques, mais on a aussi d'autres aspects, entre autres 28 initiations d'antibiothérapie par rapport à la méthode classique, changement de thérapie, discontinuation de thérapie aussi, des hospitalisations, deux isolations spécifiques dues à la détection du Clostridium difficile, et la liste est longue en termes d'avantages qui impactent directement la prise en charge du patient et aussi la décision du médecin. Donc, en gros, cette évaluation qui démarre a pu prouver qu'il y a un impact du panel GI gastro-intestinal BioFire sur la population qui a été testée et pour explorer d'autres aspects plutôt médico-économiques. Donc, l'équipe du Troing et Hall vont continuer cette étude et certainement, on aura peut-être l'occasion de vous présenter l'étude finale pendant une autre occasion. Donc ça, c'était en gros tout ce qui est lié à l'aspect optimisation de la thérapie et aussi l'aide escalade. Mais en gros, si je peux conclure, la solution moléculaire BioFire syndromique certainement s'avère un outil incontournable au service des professionnels de la santé pour un meilleur diagnostic rapide et précis des maladies infectieuses, une meilleure prise en charge du patient. On a vu ensemble plusieurs aspects qui sont liés à l'optimisation du traitement, à prescrire rapidement et efficacement, à diminuer le séjour hospitalier, à réduire les procédures inutiles, que ce soit les examens médicaux ou les tests additionnels du laboratoire. Et certainement, tout ça peut se convertir et se traduit en argent, qui est un facteur et un élément important dans toute structure sanitaire, que ce soit privée ou hospitalière. J'espère que cette présentation vous a plu et vous été enrichissante et instructive. Merci beaucoup et je vous souhaite un excellent congrès pour le reste des sessions. Merci Madame Benselem, j'espère que vous nous écoutez. Merci pour cette belle présentation. J'attends votre retour pour être sûr que vous êtes avec nous avant de poursuivre. Oui. Parfait. Oui, parfaitement. Ok. Merci pour le beau sourire. Alors, est-ce qu'il y a des questions d'abord? Oui. Alors, je vous remercie infiniment, Madame. Mais j'ai en fait une question et si je m'adresse à la bonne personne, une reproche. Dis-moi. Alors, on commence par la question. Bon, j'ai suivi votre présentation. D'accord. Et c'est la première présentation que je suis sur le sujet. Alors, concernant les sites stériles, physiologiquement stériles, en particulier le LCR, est-ce qu'on a une idée sur la sensibilité de l'identification donc des agents microbiens qu'on cherche sur ce test-là? Et puis, ça c'est la première question. La deuxième question, sur les sites physiologiquement colonisés, qu'en est-il sur le plan de la spécificité de ce qu'on isole et donc de la valeur prédictive positive, parce qu'on risque
certainement d'identifier plusieurs agents microbiens en même temps, voilà, plusieurs agents pathogènes. Et donc, sur les deux, qu'en est-il de la valeur prédictive négative, en particulier dans les infections bactériennes suspectées? Est-ce qu'on pourra alors arrêter vraiment sur un test négatif une prescription d'antibiotiques? D'accord. Alors, pour pour la question sensibilité, spécificité, en fait, tout ce qui est la partie analytique qui est basée sur des études cliniques, certainement ces données sont disponibles et disponibles dans les manuels d'instruction de chaque panel et pour chaque pathogène. Donc, chaque cible amplifiée par le panel, que ce soit méningite pour l'échantillonnage de LCR ou bien, je prends le cas de le panel pneumonie pour expectoration ou LBA, mini-LBA, etc. On a tous les données, pratiquement certainement, je ne me rappelle pas de toutes les valeurs, mais c'est des informations disponibles pour chaque pathogène et pour chaque panel. Maintenant, pour tout ce qui est, si j'ai bien compris la question par rapport à les infections bactériennes, je pense que vous parlez un peu plus du panel pneumonie, j'ai l'impression, au panel sepsis, le hémoculture positive. Certainement avec donc en termes de prédictivité négative positive, en global, les tests ont été faits sur des échantillons, que ce soit réels ou des échantillons in vitro, in vitro plutôt de laboratoire constitués. Et on a de bonnes valeurs qui sont partageables aussi dans nos documents. Quand est-ce qu'on peut maintenant arrêter un antibiotique sur quelle base de valeur, surtout en semi-quantitatif pour le panel hémoculture positive BCID2, ça, c'est disons une décision qui appartient toujours aux cliniciens, bien sûr, en discutant avec le biologiste qui est spécialiste, bien sûr, de la microbiologie par rapport aux différents pathogènes détectés. Alors, l'intéressant dans la détection de tous de ces pathogènes et surtout la quantification des germes commensaux, c'est surtout évaluer le stade de l'infection et est-ce que ces bactéries commencent à réellement gêner le patient ou bien une des pathogènes, une des bactéries est réellement causale de la maladie. Arrêter le traitement, c'est surtout le changement du traitement, l'optimisation, que ce soit escalade, d'escalade, c'est une décision qui appartient toujours aux cliniciens. Je ne vois aucun test de laboratoire qui pourra vous dire arrêter l'antibiotique immédiatement. C'est une appréciation par rapport, c'est une décision plutôt, excusez-moi, qui est liée directement à l'évolution clinique du patient. Donc, il y a une amélioration, c'est l'amélioration certainement un peu observée, on peut escalader le traitement, mais en fait, toute information recueillie par un résultat positif ou négatif sur un panel, des panels BioFire, et je prends le cas par exemple hémoculture positive ou pneumonie ou méningite, c'est une information de grande valeur. Parce que, exemple, si j'ai un résultat qui est négatif pour méningite 14 pathogènes, ça veut dire que en gros, le patient n'a aucun germe de la liste du panel et du coup, il faut s'orienter éventuellement vers d'autres étiologies ou bien chercher un autre pathogène qui est éventuellement lié au syndrome avec ses manifestations cliniques. Alors ça, ça va vous réduire toute la liste des pathogènes qu'on cherche et ça va vous gagner énormément du temps. On sait très très bien, par exemple, pour le cas de l'LCR, il faut attendre plusieurs tests à faire. Il y a passage par le culture, il y a toujours observation du LCR, NFS pour voir un peu les réactions inflammatoires et passage en PCR pneumocoque, méningocoque, éventuellement selon des guidelines comme ceux de SPILF pour HSV1, HSV2, VZV. Si tout ça est négatif, à ce moment-là, on va repenser à d'autres pathogènes. La particularité, c'est qu'avec ça, on peut déterminer si c'est négatif, on peut passer à d'autres étiologies, voire d'autres pathogènes qui, à ce terme-là, épidémiologiquement, peuvent s'avérer rares. Et par rapport aussi, c'est un résultat positif et en co-infection, que ce soit bactérie, virus ou bactérie-virus, ça a grande valeur parce que ça vous donne une information de plus en tant que clinicien. Ça vous aiderait énormément aussi dans l'optimisation de traitement, dans le sens où, il faut enlever ça, ajouter ça, tenir compte parce que ça, je donne un cas
très connu, je pense, en termes d'urgence et de département respiratoire. Quand un patient vient en saison respiratoire, on va soupçonner influenza A, par exemple, influenza B. On lui a fait le test qui est singleplex. Ça peut être un test rapide de l'immunofluorescence ou bien de la PCR dans certains cas. Il revient positif, on lui donne de l'antiviral, mais le patient, éventuellement après quelques jours, il a encore des manifestations. Ou bien il quitte le département, où il sort de l'hôpital, il revient encore avec une autre infection. Il s'avère après qu'ils avaient, je dirais n'importe quoi, un patient pédiatrique peut avoir un adénovirus en plus, ou un autre virus ou une autre bactérie atypique qui est en co-infection. Donc, avoir une idée sur les co-infections, que ce soit bactériennes, virales ou autres, négatif ou positif, ça donne énormément d'informations aux cliniciens et c'est à lui toujours de décider d'arrêter le traitement. Ça vous oriente énormément avec les gènes de résistance aux antibiotiques parce que l'apparition d'un gène de résistance aux antibiotiques qui est positif sur le panel, ça veut dire immédiatement que ça sert absolument à rien de donner l'antibiotique. Bon, j'espère que j'ai essayé de répondre à votre question. Par rapport à tout ce qui est spécificité, sensibilité, c'est des valeurs qui sont disponibles. Je veux vous partager après, éventuellement par mail, si j'ai votre adresse mail, toutes les informations nécessaires à ça et aussi l'étendue de l'étude clinique et performance analytique de chaque panel. Je vous remercie. Merci. Juste pour finir, une phrase. Vous voyez que j'avais beaucoup de questions et vous avez une réponse très longue. J'aurais aimé qu'on discute de ça, de visio, parce que il me paraît peu... On demandera à MMM de vous payer une visite en Tunisie pour un petit peu avoir des contacts directs. C'est fondamental. Pourquoi pas? Absolument. Oui, alors, tout le plaisir est pour moi. Je vais un petit peu prendre la parole avec votre permission. D'abord, concernant la technique, je pense que c'est un réel gain pour les cliniciens et particulièrement pour les réanimateurs où le temps, c'est de l'argent. C'est de l'argent en termes de qualité de vie humaine. Ce que je retiendrai de votre présentation, et qui n'a peut-être pas été dit tout à fait de manière explicite, c'est que ce test fait d'une part le diagnostic positif et le diagnostic d'élimination aussi, puisque le fait de ne pas un petit peu, il va éliminer tout ce qui n'existe pas sur le prélèvement objet de la recherche. Donc c'est très important, vous l'avez dit, mais je pense qu'il faut qu'on le retienne un peu comme ça. Le deuxième aspect, oui, certainement. Le deuxième aspect, c'est que vous savez tous que maintenant, la crise économique touche même les pays riches. Et généralement, et vous en avez parlé, de la diminution de la durée de séjour, de la diminution du coût de la prise en charge. Mais ce qui nous importe, nous, surtout pour introduire une technique nouvelle, c'est de savoir combien ça va nous coûter. Et cette réponse, vous aurez pu apporter au moins une partie à travers le travail qui a permis de réduire de 23% la prescription d'antibiotiques. Parce que ce qu'on ne sait toujours pas, et qui reste un peu anonyme, c'est combien le test coûte. Mais quand on va défendre la technique, nous, on va dire, voilà, moi, je vais amener à un investissement de temps nouveau par rapport à l'institution, mais cet investissement, si on prend X malades, compte tenu de la réduction, je ne prends que ça, donc, ou du fait qu'on sort de l'empirique pour l'adaptation, c'est déjà ça. Donc, ça va correspondre à un gain qui va probablement, je suis sûr qu'il va dépasser l'investissement. Je termine. Par rapport au panel, je pense que pour ce qui est pulmonaire, il est plus logique pour un clinicien d'entendre qu'il y a un panel communautaire et un panel nosocomial, compte tenu de ce qui existe dans le panel de l'un et de l'autre, que de parler de panel pneumonie et de panel, je ne sais plus, respiratoire. Ça a l'air d'être un peu, peut-être que, je ne sais pas pourquoi, ça vous gênerait peut-être d'utiliser communautaire ou nosocomial, mais quand on voit ce qui existe sur le respiratoire et ce qui existe sur le panel pneumonie, on a l'impression que c'est vraiment, ça correspond à la vie réelle du communautaire et du nosocomial. La dernière intervention, c'est que
je suis un peu gêné, je n'ai pas compris. Vous parlez d'une étude rétrospective qui a permis de modifier l'antibiothérapie. Alors, c'est une analyse rétrospective d'une manière, d'une attitude normale où les gens avaient la possibilité d'entamer une antibiothérapie empirique, de faire le test et de modifier les choses, ou c'est une étude réelle rétrospective? Je n'ai pas compris. Parce que comment modifier une antibiothérapie dans un travail rétrospectif? C'est bon? Parfait. Vous avez la parole. Très bien. Merci. Merci pour toutes ces questions. Je suis tellement heureuse que ça met autant d'interaction. Alors, je vais commencer par le dernier. Je vais revenir vers les premières questions. Alors, il faut juste me spécifier, parce que toutes les études, j'ai au moins présenté 6 études. On parle de quelle étude ici dans la rétrospective? Parce que la seule où on a parlé de prospective plutôt, c'est pour le panel respiratoire. Ces échantillons qui étaient en temps réel, pris, analysés. C'est vrai, c'est tout à fait logique. Tout ce qui est rétrospective, on va reprendre des échantillons congelés, déjà préparés, ou bien des analyses, on va refaire des analyses, certainement. Donc, on ne pourra pas réellement impacter l'antibiothérapie en temps réel. Alors, en dehors de... il y a une étude auquel on a dû commencer en mode rétrospective et continuer en recrutant de nouveaux patients, si je peux dire, ou de nouvelles échantillons. C'est ça par rapport à ça. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez plutôt de l'étude. C'est celle où vous avez parlé d'une réduction de 6,2 jours. D'ailleurs, vous avez la question, vous l'avez eue. Je pense qu'il est difficile d'attribuer à cette technique une réduction de l'antibiothérapie. D'ailleurs, la question est celle-là. Comment considérez-vous qu'on peut réduire l'antibiothérapie chez ces malades, si ce n'est en l'adaptant plus précocement? C'est le seul moyen de réduire de manière générale l'antibiothérapie, en utilisant cette technique. Mais c'est par rapport à cette étude-là. Ok, d'accord. Alors ici, je pense que vous parlez de l'étude qui était dédiée au panel pneumonie, celle du Bouchin, en 2020, qui a été publiée. C'est vrai, ça a été marqué rétrospective, et ça, en fait, je vous explique la chose éventuellement que j'ai omis de le mentionner. Cette déduction, en fait, d'une réduction de 6,2 jours par patient, autrement dit, en gros, sur les 122 patients, il y avait 18 000 heures de réduction d'exposition aux antibiotiques. C'est, comment on appelle ça? C'est quand on va, si on avait la chance, parce que c'est du rétrospectif, si on avait la chance d'employer le BioFire Pneumonie avant, on pourrait réduire de 18 000 heures l'exposition. Donc, maintenant, je reviens sur l'interprétation correcte de l'étude. C'était sur la base de ce qui a été analysé par culture, par virologie et tout. Et quand ils ont fait, bien sûr, l'analyse rétrospective de tous les échantillons qui étaient conservés ou qui étaient repris peut-être, ils ont analysé finalement et conclu que il pourrait être possible de réduire tout ça s'ils avaient le pneumonie panel. Donc, je corrige ce point. Merci beaucoup, c'est pertinent. Troisième point, si je me rappelle bien, pourquoi je n'en appelle pas communautaire nosocomial? Bon, pour la simple raison de mon pouvoir, je ne pourrais pas, ou de mon devoir, je ne pourrais pas employer des termes qui ne sont pas le nom commercial du panel, ça c'était sûr. Et je pense même dans le choix du nom, du kit, il vaut mieux, et ça c'est des recommandations FDA, hein, parce que tout avait été validé, donc il y a le panel respiratoire et le panel qui est plutôt pneumonie, c'était pour faire la différenciation, mais vous avez tout à fait raison, si on voit la liste des pathogènes et dedans, c'est un qui est plutôt dédié éventuellement pour tout ce qui est nosocomial et l'autre qui est plutôt tout ce qui est communautaire, mais ça n'empêche que il y a pas mal de pathogènes qui sont impliqués dans d'autres types de pathologies, de type par exemple de pneumonie et aussi pas forcément du nosocomial. Ça peut être aussi des formes de patients qui viennent de l'extérieur de la communauté, tout simplement. Première question, si je me rappelle bien. Alors, oui, le prix, la question de prix. J'ai essayé de choisir des publications qui se marient bien avec le thème de bon usage des anti-infectieux. Il y a 2-3 études auxquelles on parle de l'impact médico-économique et qu'on expose clairement
L'investissement en tant que tel, ça a coûté combien, surtout pour le panel Énergite et pour le panel, une des études pour le panel BCID2, hémoculture positive. Et on parle ici des gains nets par rapport à l'investissement. Donc, on n'aura pas, j'aurai pas tout le temps pour vous expliquer ça, certainement, vu la durée de la présentation. Mais nous avons tous ces publications, nous avons les liens vers ces publis avec les chiffres exacts. Maintenant, la question il a éventuellement paraît intéressant de parler question prix. Je pense pas que c'est tout à fait l'objet de cette présentation, mais certainement vous pouvez retourner vers notre distributeur MMM pour avoir une précision par rapport au prix. Et grosso modo, ce qu'on a vu par rapport à toutes les études qui ont été faites en termes de médico-économie, on voit clairement que quel que soit l'investissement qui a été fait, parce qu'il y a des adoptions qui ont été faites sur de grosses quantités de panels, par exemple gastro-intestinal ou méningite, et l'adoption après une année, par exemple, entière, ou 6 mois, ou 3 mois, ils ont rentré carrément dans le gain net, vu que ça permet une économie d'échelle. Je pense que j'ai expliqué ces aspects-là, que ce soit prise en charge de patients, séjour, décharge, optimisation de l'antibiothérapie. Et certainement, c'est un aspect qui se calcule aussi. Hein. C'est des KPI que les gestionnaires des hôpitaux et les directeurs de laboratoires et des départements cliniques savent le faire. Donc, toutes les informations sont disponibles. C'est juste, c'était un peu limité dans le temps pour vous présenter tous ces aspects-là. Donc, je suis restée un peu plus liée à la thématique de bon usage des anti-infections. Merci, Dr. Ben Salem. Donc, la présentation, elle était très intéressante pour, notamment qu'il y a dans l'assistance, il y a des cliniciens, des biologistes, ceux qui connaissent le produit, ceux qui ne le connaissent pas. Et à mon avis, bon, sachant que je connais le produit, la question que je me pose, est-ce que les cliniciens ont besoin, dans un diagnostic, dans une approche syndromique, d'avoir 43 pathogènes dans un syndrome sepsis, le BCID2, ou bien 23 pathogènes respiratoires d'un seul coup. Certainement, cette approche, d'une part, elle est très intéressante et séduisante, mais aussi elle va tuer toute réflexion clinique, épidémiologique pour cibler un pathogène ou 2 pathogènes, 3 pathogènes au maximum, mais on n'aura jamais la situation où on va cibler bactéries, virus, champignons, etc. Le tout ensemble. Ça, c'est quelque chose qui, sur le plan principe, c'est pas tout à fait ça pour lequel nous avons été formés et que nous voulons pratiquer. Ça, d'une part. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait devant un résultat positif avec un pathogène, surtout dans le syndrome pneumonie ou lorsqu'on a présence d'une Klebsiella pneumoniae ou bien présence d'un Acinetobacter, sans avoir, même si on a les gènes de résistance aux antibiotiques, hein, même si on a on est toujours obligé d'avoir un antibiogramme derrière. Est-ce que parallèlement le BioFire ou cette approche, il faut faire en même temps un examen bactériologique classique pour ces pathogènes, Acinetobacter, Klebsiella, Staph aureus, etc., on aura un résultat bactériologique avec une étude de la sensibilité aux antibiotiques en même temps. Donc, c'est à ce niveau-là. Et d'autre part, est-ce que le coût est proportionnel au nombre de pathogènes recherchés? Est-ce que le coût, lorsqu'on a 10 pathogènes, 20 pathogènes, c'est beaucoup plus cher que 10 pathogènes? Ou bien ce n'est pas proportionnel au nombre de pathogènes recherchés? Merci beaucoup, professeur Hamé. Alors, si c'est bon, je peux prendre les 3 questions. Alors, je vais commencer aussi par la dernière question. Alors, côté, est-ce que le prix est proportionnel au nombre de pathogènes dans chaque panel? C'est une question intéressante et ça dépend de plusieurs facteurs, non seulement le nombre de pathogènes. Il y a une certaine proportionnalité, mais ce n'est pas tout à fait ce qui définit le prix. Il y a le développement. Certainement, vous avez une longue liste de pathogènes auxquels il faut faire beaucoup de travaux de recherche et développement, surtout pour l'optimisation du design des amorces et aussi d'avoir tout ça dans un multiplex dans la première étape de la PCR.
Donc, il y a plusieurs facteurs, surtout côté recherche et développement, côté optimisation de l'essai, qui aussi entrent en jeu, non seulement le nombre de pathogènes. Certainement, on a, grosso modo, ce qu'on voit, c'est que les prix par rapport à des panels auxquels il y a 43, 23, par exemple 43 et 34 pathogènes, c'est plus cher que un qui est 23 pathogènes, mais il y a de la relevance dans certains menus où moins de pathogènes fait aussi plus élevé qu'un autre panel. Donc réellement, je n'entrais pas trop dans la comparaison directe par rapport à des panels parce que tout simplement, il y a certains virus ou bactéries auxquels il a fallu beaucoup de temps et ils sont difficiles aussi à optimiser côté testing. Et pour les introduire en multiplex, ça a pris beaucoup de temps de travail et de recherche et d'optimisation. Donc ça aussi, c'est très important pour décider si oui ou pas un panel aura un tel prix. Donc c'est un. Deuxième question par rapport au panel hémoculture positive BCID2 et est-ce qu'on aura l'intérêt, cette question peut être projetée aussi sur les autres panels, pas forcément BioFire, mais d'une façon générale, la PCR multiplex, est-ce que c'est utile d'avoir plusieurs cibles en même temps, surtout en maladies infectieuses? Certainement les pratiques, est-ce que l'ensemble des cliniciens, des médecins et tout, ce qu'on a avons appris peut-être que il faut faire travailler les neurones et sur la base de tableaux cliniques et certainement des premiers tests qu'on a fait du labo, on va cibler les pathogènes éventuellement qui peuvent être suspectés pour causer une maladie. Mais l'intérêt de la multiplex dès son première apparition, c'est de réduire en faire le temps, réduire les coûts et surtout la manipulation au labo. Je pense, si je prends le cas d'un cas de méningite auquel je devrais faire tout le panoplie de tests à faire, plus de 3 PCR et s'avère encore négatif, il y a du temps, du technicien, de disponibilité des ressources pour faire cela. Pour BCID2, il a encore de la valeur parce que les pathogènes, de toute façon, sélectionnés sont les plus impliqués dans les bactériémies et fongiémies, avec certainement des ajouts pertinents côté épidémiologie clinique par rapport au premier panel qui contenait 27 pathogènes. Mais certainement, je pense que la question, est-ce que peut-être avoir des petits panels avec 2-3 pathogènes, c'est une question qui se répète et je vais répondre très simple parce que chaque pays, chaque région, chaque communauté, elle a sa propre épidémiologie. Donc, côté production, développement, commercialisation, quelle que soit la firme, c'est difficile en fait de satisfaire tous les besoins d'un coup et avoir différents panels, je dirais, respiratoires. On va avoir 10 000 versions. Mais sur le plan épidémiologique et sur le feedback des clients, on essaye d'améliorer et d'ajouter les pathogènes les plus pertinents qu'on voit cliniquement que l'ajout est important en termes d'optimisation de thérapie ou bien que épidémiologiquement, le pathogène, il est là, il circule comme on a été le cas du SARS-CoV-2. Donc, voilà. Certainement, ça ne va pas tuer la réflexion, mais plutôt optimiser le temps du clinicien et celui du biologiste et de toutes les personnes dans l'environnement pour faire autre chose, éventuellement, pour s'intéresser au plus important, en fait, que je dirais pas perdre du temps, mais en fait, rester sur des techniques qui sont plus lourdes et qui sont plus coûteuses en termes de temps et d'énergie et d'argent. Voilà. Première question, je pense que j'ai répondu sur les trois. Une question concernant l'association BioFire et culture et isolement de voilà. la bactérie. OK. Alors, BCID2, le panel hémoculture positif, un point très important, c'est que c'est une aide au diagnostic et c'est un complément de diagnostic. Le gold standard, donc blood culture, donc hémoculture plus identification bactérienne et test de susceptibilité antibiogramme, c'est le gold standard, on ne change pas ça. L'intérêt d'avoir BCID2 intégré dans le processus, c'est d'accélérer la détection. Donc, dès qu'un, par exemple, un cyanobactère positif, j'ai une des résistances, j'ai deux résistances à détecter,
L'apport, c'est que le clinicien va immédiatement optimiser, choisir le bon antibiotique et escalader ou déscalader. Éventuellement que le patient est sous un antibiotique qui n'est pas le bon et que suite à cette détection, il va immédiatement changer de thérapie. Maintenant, la technique gold standard, entre-temps, elle va se continuer jusqu'à, bien sûr, obtention de d'antibiogramme. Pour le moment, tout ce qui relève d'hémoculture, on n'a pas des méthodes sur le marché qui sont capables de détecter à partir du sang directement les bactériémies de fongimies en termes de testing. Donc, on reste sur ce modèle. Je pense que vous êtes plus apte, plus expérimenté que moi et aussi vous apte à confirmer ce point. C'est le gold standard qui reste d'actualité et ce panel, il vient pour accélérer en fait l'accès à la décision en termes de prise en charge et surtout d'optimisation de l'antibiothérapie. Mais on finit jusqu'à la fin et certainement, je vous ai montré un peu que avoir un résultat dans 1 heure aidera énormément, surtout avec un programme AMS, à optimiser la thérapie et à réduire surtout le risque de résistance. Merci Madame Benselem pour votre participation, pour la présentation, pour toutes les réponses apportées. Dans l'attente de vous voir en Tunisie et pour répondre aux besoins de Chekib. Donc, je vous remercie encore et on lève la séance. Merci. Merci beaucoup à vous tous.